Après 2 longues semaines d'attente, le chapitre 1175 de One Piece est enfin disponible, sobrement nommé Nidhogg. Vous avez bien entendu, nous découvrons aujourd'hui la véritable identité du fruit du démon de Loki qui possède le Zoan du plus grand dragon du monde. En fait, ce chapitre est une vraie mine d'informations pour tout le lore d'Elbaf. Nous y découvrons les pouvoirs du trésor national, mais aussi et surtout l'existence d'un dieu de la guerre qui a autrefois combattu le dieu soleil Nika aux côtés de Ratatosk, son fidèle allié. Alors, yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, car dans cette énorme review, on analyse tous les sujets les plus marquants de ce chapitre de A à Z, et je vous annonce, il y a du très très lourd. Je ne vous retiens pas plus longtemps, mais clairement, profitez bien. Alors que nous nous étions quittés la semaine dernière sur l'apparition magistrale de Loki dans sa forme dragon, ce chapitre commence avec Sanji libérant enfin Robin des ronces de Summers avec son Diable Jambe emblématique. Loki et Luffy, eux, ont sauvé les enfants et leurs proches, ce qui ne plaît pas à Summers qui tente de les attaquer en vain. Pas besoin de Dieu pour le contrer, un démon tel que Zoro fait parfaitement l'affaire. Summers n'est pas au bout de ses surprises et après avoir récupéré un des éclairs recouvrant le ciel d'Elbaf, Luffy utilise une nouvelle technique, le Gomu Gomu no Down Thor Rifle, combinant la puissance de la foudre et son point destructeur. Pour finir, Loki viendra achever le chevalier divin en l'écrasant. Voilà, pas besoin de plus, tu as bien raison mon ref, après tout ce sont des insectes pour toi et des nuisibles pour le monde. Nous en apprenons finalement plus sur Elbaf, ses mythes et légendes, grâce à un bref flashback de Yarul remontant au jour de la mort d'Harald. Le doyen des géants expliquera alors à Shanks et Gaban la vraie nature du fruit consommé par Loki. Il s'agit du Ryu no Mi, mythique, modèle Nidhogg. Celui qui le mange devient ainsi le plus grand des dragons, une particularité davantage exploitée par les géants antiques, tels que Loki, qui sont les humanoïdes les plus grands connus aujourd'hui. Ce fruit autrefois possédé par le dieu de la guerre d'Elbaf qui s'est opposé au dieu soleil, tout en ayant à ses côtés le fidèle Ratatosk, l'écureuil des glaces, qui se réincarna dans le marteau de son maître lorsque ce dernier périt. C'est de retour sur Marie-Joise que ce chapitre se termine, nous y voyons Imu dans sa chambre fleurie déclarant « Nidhogg, c'est ici que tu étais durant tout ce temps ». Et voici la fin d'un chapitre 1175 particulièrement intense. Mesdames et messieurs, vous savez ce que je vais dire, je sais que vous savez, mais je suis désolé aussi, c'est l'heure, c'est dit, c'est acté, et c'est officiel. Ma théorie est validée pour de bon cette fois-ci, Loki est bien l'heureux utilisateur du Zoan mythique de Nidhogg, plus précisément du Ryu no Mi modèle Nidhogg. Encore dans le dernier chapitre, je prenais des pincettes, je faisais bien attention, pas sauter de joie trop vite, tant que nous n'avons pas eu la confirmation définitive, mais c'est le cas aujourd'hui. Honnêtement, je suis désolé, je suis trop heureux, voilà. Parce que c'était quand même une théorie qui partait de pas grand-chose au début, et je l'ai pas lâchée. Et même au contraire, je l'ai cultivé depuis l'instant même où Loki est apparu au chapitre 1130. Tout 2025, on a vu des arguments se développer jusqu'au reveal fatidique ces dernières semaines. C'était trop bon, voilà, j'ai pas 1 milliard de théories de confirmées, j'en ai quand même un bon paquet, mais depuis toutes ces années à faire ça toutes les semaines, c'est normal, y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais je dois bien avouer que celle-là, elle m'a fait bien plaisir, j'en suis très fier et je voulais aussi à la fois vous en faire part, mais je voulais m'excuser également d'avoir autant forcé, d'avoir autant exprimé ma joie là-dessus. Je sais que ça en saoule certains, donc rassurez-vous tous, on peut enfin tourner la page et arrêter de spéculer autour. Voilà, c'est bon, c'est fini. Enfin fini, non, pas tellement. On a encore du taf pour décortiquer les mystères qu'Oda vient de nous rajouter aujourd'hui. Nous allons voir une très longue partie sur le dieu de la guerre et Nidhogg. Vous apprendrez notamment qu'Oda nous aurait déjà teasé quelque chose de très spécial sur cet homme ayant autrefois combattu Nika comme son nom. Et oui, on connaît le nom de cet homme, possiblement. Ensuite, nous allons nous pencher sur le cas de Ratatosk qui remet en question toutes nos certitudes sur le principe de réincarnation des fruits du démon. Vous découvrirez notamment ma théorie sur les animaux divins d'Elbaf et sur la clé pour libérer la Galela. Pour finir, on se focusera sur Imu et son rapport avec le dragon noir Nidhogg, ainsi que sur les Mugiwara, notamment sur Luffy et Loki. Une grande review nous attend les bros, allons-y. Avant de parler du dieu de la guerre d'Elbaf et de vous présenter ma théorie à son sujet, nous allons brièvement nous arrêter sur le cas de Nidhogg. En fait, et très sincèrement, j'ai plus rien à vous dire à son sujet tellement je l'ai analysé en long et en large et en travers depuis 1 an et demi. Encore dans la dernière review, je vous expliquais l'impact qu'aura ce dragon dans l'histoire et pourquoi il représente purement et simplement le début du Ragnarok dans One Piece, le commencement de la grande guerre contre les dieux. Cependant, nous avons aujourd'hui quelques petites précisions qui méritent une attention particulière. Déjà, il est explicitement dit
par Yarul que Nidhogg est un dragon noir, donc nous n'avons pas besoin d'attendre les couleurs officielles pour s'assurer que Loki, dans sa forme Zoan, est bel et bien entièrement noir, ou du moins en grande partie. L'autre précision, et pas des moindres, se porte sur la particularité de Nidhogg. Oui, il est capable de générer de la foudre et j'en passe, mais surtout, il fait automatiquement de son utilisateur le plus grand dragon du monde. Une taille qui sera encore déterminée par la taille originale de celui qui va consommer son fruit, donc pour un maximum d'effet, un maximum de puissance, un géant antique est absolument parfait, puisqu'ils sont à ce jour les humanoïdes les plus grands de tout One Piece, encore au-delà des géants, en étant jusqu'à 3 fois plus grands qu'eux. En somme, Loki et Harald étaient les meilleurs partis pour ce fruit, puisqu'ils étaient les plus grands géants d'Elbaf de par leur sang de géants antiques, à l'inverse de Hayreddin qui n'était qu'un petit géant normal. Maintenant, cette révélation nous permet enfin de comprendre comment et pourquoi Chebek voulait tant que ce soit Harald qui consomme ce fruit. Il savait pertinemment que c'est entre les mains d'un géant antique tel que lui que le Zoan de Nidhogg serait le mieux exploité et le transformerait en plus grand dragon que le monde ait jamais connu. Alors moi, ce qui m'inquiète vraiment avec cette histoire, et vous allez encore le voir plus loin dans cette vidéo, c'est que Chebek puisse être autant au courant de tous ces détails. En fait, Chebek est littéralement parfaitement conscient des légendes d'Elbaf, puisque toutes ces infos, nous les avons de Yarul, qui lui-même les a des légendes de son pays. Donc, soit Chebek a découvert tout ça en apprenant les légendes d'Elbaf par un géant du pays, voire par Harald lui-même, soit Chebek connaissait déjà absolument tout bien avant cela. Et je pense que cette hypothèse est très plausible. En fait, je sais pas comment ni pourquoi, mais Chebek connaissait les secrets les mieux gardés du monde, allant des légendes du fruit du démon des géants d'Elbaf jusqu'à l'existence et la présence d'Ymue en Terre Sainte dans sa salle fleurie. Parce que là maintenant, si on est déjà certain que Chebek voulait éveiller Nidhogg et qu'il était l'un des deux fruits qu'il recherchait, alors on a quasiment plus de doute à avoir pour le deuxième, c'est bien celui de Nika. Chebek voulait que Harald devienne Nidhogg, le dragon noir, tandis que lui-même peut-être voulait devenir Nika, le guerrier blanc. À eux deux, ils représenteraient exactement ce que Chebek a toujours recherché à être, les plus grands dangers pour le gouvernement mondial, les monstres capables de devenir les nouveaux rois du monde, comme Chebek disait vouloir le devenir à Loki au chapitre 1166. D'ailleurs, cette scène est intéressante puisque nous comprenons qu'en parlant avec Loki, Chebek n'avait aucune conscience à ce moment-là de qui était Nika. Sans pouvoir placer cette scène sur une chronologie quelconque, on peut imaginer qu'elle ait eu lieu avant le chapitre 1156 et donc avant la déclaration de Chebek de vouloir deux fruits du démon. C'est après avoir découvert l'existence et les pouvoirs du dieu soleil qu'il aurait décidé de s'emparer de son fruit du démon qui représentait là aussi le véritable ennemi du gouvernement. Autre chose intéressante à propos de cette scène, il faut croire que Chebek connaissait Joy Boy, comme lorsqu'il en a parlé à Ymue sur God Valley, sans savoir qu'il incarnait le dieu soleil des mythes de certains peuples. C'est marrant de voir qu'il connaissait énormément de choses deep et cachées, mais qu'il ne connaissait pas la base même de ces mythes deep et cachés. Voilà, donc maintenant que nous sommes à jour sur le sujet Nidhogg, passons à son ancien utilisateur, je parle évidemment du dieu de la guerre d'Elbaf, celui ayant autrefois affronté le dieu soleil. Yarul l'affirme, sur Elbaf se trouvait un certain dieu de la guerre qui possédait le fruit de Nidhogg, Maniragnir, et s'était opposé à Nika par le passé. Pas seulement, ce dieu était également accompagné de Ratatosk, l'écureuil des glaces. Eh bien, Oda nous a entendu, on se plaignait de commencer à avoir trop de questions sans réponse, il a décidé de tout lâcher aujourd'hui. Donc nous allons nous pencher sur le cas de ce dieu, de qui il pourrait s'agir, qu'est-ce que ça représente dans One Piece, bref, une très grosse partie théorie nous attend, et je vais la commencer en vous disant que là aussi, c'est une nouvelle théorie validée de mon côté. En effet, il y a 8 mois, lors du live analyse du chapitre 1151, j'ai exposé la théorie comme quoi il y avait un dieu guerrier à Elbaf, un dieu de la guerre donc, et qu'il se nommait justement Elbaf. Ce pays aurait pris le nom de son plus illustre guerrier, élevé au rang de divinité. Dans la version anglaise, il disait que Elbaf lui-même était le dieu guerrier. The Warrior God. Surtout que à l'époque, j'avais pas capté parce que j'avais relu avant que ce soit avant qu'il y ait le Gear 5 et donc le principe de dieu guerrier comme au gouvernement. Mais du coup, Elbaf était peut-être vraiment un dieu guerrier, une entité différente que l'on pourrait aujourd'hui assimiler aux Gorosei qui sont des dieux guerriers ou alors à Luffy qui est dieu guerrier Nika, libérateur du moins. Alors, comme vous aurez pu l'entendre, les arguments que j'ai présentés dans cette vidéo, ça semble très bien avec le chapitre qui vient de sortir et la grande révélation d'un dieu de la guerre. Mais pas seulement, je vous disais aussi pour rire que Loki aurait le Ito Itonomi modèle Elbaf, le dieu guerrier, en pensant sincèrement que ça pourrait être une hypothèse intéressante à exploiter, mais que de toute façon, le trésor national serait le Zoan mythique du dieu d'Elbaf, ce qui est aujourd'hui vrai, ou du moins en partie. On va creuser un peu plus ce qui m'a mené à autant pré-shot la révélation du dieu guerrier dans ce chapitre.
Pour ça, il faut déjà directement retourner aux sources d'Elbaf dans notre lecture de One Piece. C'est évidemment Lilith Garden. Là-bas, on y découvre une nouvelle race, une nouvelle culture et surtout une nouvelle forme de religion. C'est au chapitre 119 que ça commence vraiment. Dory vient de se faire piéger par Mr. Five sans le savoir et s'apprête à aller combattre Brogy comme à son habitude. Sauf que là, le ref est très mal en point. Il considère que s'il doit mourir aujourd'hui, c'est par la volonté du jugement du dieu de la guerre d'Elbaf. Et ça, en français, on y passe facilement à côté, tout simplement car Dory fait mention des dieux d'Elbaf, ce qui correspond à une vision plus large et imprécise des divinités de sa culture. Or, quand il y a de telles mentions, de dieux, de démons ou autres, moi, j'aime chercher toutes les traductions possibles pour voir si une dinguerie ne se serait pas perdue entre deux trades, et c'est comme ça qu'en anglais, j'ai découvert qu'effectivement, Dory parle d'un dieu au singulier, le dieu de la guerre d'Elbaf. Mais notre enquête ne s'arrête pas là. Direction les scans japonais maintenant pour confirmer nos doutes, et pas de doute du coup, il est bien fait mention d'un dieu de la guerre à Elbaf. Et c'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que je me suis pas contenté d'analyser cette seule partie. En fait, j'ai gardé de côté toutes les mentions divines et les mentions d'Elbaf faites par Dory et Brogy sur Lilith Garden. Et il y a deux autres scènes véritablement importantes, laissant sous-entendre que Elbaf est une entité à part entière. Toujours au chapitre 119 et juste après le passage que nous venons d'analyser, Dory dit ceci. À vous qui n'avez vécu que 10 ou 20 ans tout au plus, comment pourriez-vous entendre les hautes paroles d'Elbaf ? Alors aujourd'hui ça fait assez sens et les hautes paroles d'Elbaf peuvent faire penser au Harley qui est littéralement la mythologie des géants d'Elbaf, mais ça peut aussi laisser sous-entendre que ça serait Elbaf lui-même qui a écrit le code d'honneur des géants, celui qu'il respecte tant. La deuxième scène se passe au chapitre 122, cette fois c'est Brogy qui est à l'honneur. Nous avons poursuivi ce duel par la seule fierté d'être né à Elbaf, le village des guerriers. Si telle est notre fin, ô Elbaf, pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir au combat ? Et là, on parle encore d'Elbaf comme d'une divinité unique, singulière. Brogy s'adresse à lui et va presque jusqu'à l'implorer. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce Elbaf aurait bien existé et qu'il est le dieu de la guerre aujourd'hui mentionné par Yarul, ou en tout cas, ça en est une vraie possibilité. Maintenant, nous avons une autre information dans ce chapitre et concernant ce dieu de la guerre, il s'est opposé au dieu soleil par le passé. Or, et comme vous le savez, il est difficile aujourd'hui d'être sûr de savoir qui est le dieu soleil. Est-ce Joy Boy ou est-ce Nika ? Est-ce le dieu soleil du deuxième monde d'il y a 800 ans ou le dieu soleil du premier monde d'il y a pas loin de 3000 ans ? Eh bien, je pense que c'est cette hypothèse qui est la bonne. Le dieu de la guerre Elbaf se serait opposé au dieu soleil Nika il y a des milliers d'années. Et c'est les dires de Loki au chapitre 1131 qui me font penser une telle chose. Lorsqu'il présente à Luffy l'environnement dans lequel il se trouve, il explique que dans leur mythologie, ces montagnes apparues il y a des dizaines de milliers d'années portent le nom de Premier Monde et que c'est ici que le soleil est mort. Alors en mettant du contexte à tout va, vous aurez compris que c'est évidemment la première mention connue avant le chapitre 1138 du Harley avec le Premier Monde, etc. Mais surtout que la mort du soleil ne serait pas qu'une métaphore. Car pour l'instant ça en est une, vu que le royaume des morts est gelé, caché du soleil, on peut le considérer lui aussi comme mort, mais je pense qu'en fait, Loki nous a donné une part de vérité. Ce monde est bel et bien celui ayant vu mourir le soleil, le dieu soleil Nika. Nika serait mort ici même après avoir combattu contre Elbaf, il y a de cela plusieurs milliers d'années. À cette époque, l'arbre d'Adam n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, moins grand, moins massif. Le royaume de glace que nous appelons aujourd'hui le royaume des morts était alors peut-être un royaume où les géants vivaient en plus grand nombre, voire même que leurs principaux villages étaient ici même. En fait, ce qui me fait vraiment penser que cette histoire de dieu de la guerre et Nika se soit déroulée bien avant le siècle oublié, ce sont les mots de Gunko au chapitre 1146, là où elle révèle qu'une énorme bataille qui engloutira le monde est sur le point de commencer et que le camp des géants changera radicalement le cours de la guerre. Depuis cette révélation, j'ai vu les éléments du siècle oublié d'une toute autre façon. Si les géants sont si déterminants dans une guerre, alors pourquoi Joy Boy n'a pas vaincu le gouvernement mondial à leur côté il y a 800 ans ? La réponse est simple, ils n'étaient probablement pas alliés à lui. Les géants d'Elbaf n'ont pas combattu les 20 royaumes contre lesquels s'opposait Joy Boy. Je vois pas d'autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais Elbaf n'a pas suivi le dieu soleil de cette époque. Par contre, ils n'ont pas suivi non plus le gouvernement mondial. Sinon, Imu ne chercherait pas aujourd'hui à s'emparer d'Elbaf. On en revient donc aux paroles de Gunko disant que les géants seraient déterminants dans la guerre à venir car effectivement, s'ils avaient rejoint un groupe il y a 800 ans, alors Joy Boy aurait pu vaincre Imu ou alors Imu aurait véritablement pu mettre fin à cette guerre qui dure depuis toutes ces années comme l'a dit Vegeta
Vegapunk à la fin du chapitre 1115. Non, les géants se seraient abstenus il y a 800 ans et ne se seraient occupés d'aucune des guerres entre les royaumes qui faisaient rage sur les mers, car les géants d'Elbaf se seraient isolés depuis la fin du premier monde. Cette théorie, elle se confirme totalement au chapitre 1138, non pas grâce au Harley, mais grâce à Ripley. Elle révèle à Franky que dans l'histoire d'Elbaf, les géants ont mené des guerres contre d'autres races, mais ne se sont jamais alliés avec elles. Ils auraient effectivement mené des guerres contre les humains, dont Nika, mais ne se seraient jamais alliés avec eux, expliquant leur absence dans les guerres du siècle oublié. Nous en revenons donc au début de cette théorie. Durant le premier monde, une guerre a éclaté entre humains, menée par Nika, le dieu soleil, et les géants, menés par Elbaf, le dieu de la guerre. Cette opposition, bien qu'il soit difficile d'en deviner les origines, vient très probablement du fait que Elbaf, en tant que dieu de la guerre, n'ait pas les mêmes principes de liberté que Nika, le dieu soleil. Mais surtout, des vestiges et des preuves de cette guerre nous auraient été donnés dans le chapitre 1131 par Loki avant qu'il ne révèle le premier monde. Il dit que là où ils sont, sous la neige, se trouve quantité d'ossements d'humains et de géants. Est-ce qu'ils se trouvent dans un cimetière? Non. Ils sont simplement dans le royaume des morts. Ce royaume s'appelle désormais ainsi après avoir été le champ de bataille des humains contre les géants, de Nika contre Elbaf, il y a plusieurs milliers d'années, dans l'époque qu'ils appellent aujourd'hui le premier monde. Et vous l'aurez compris, si Nika a perdu, c'est qu'il n'avait aucune chance face à celui qui possédait le Zoan de Nidhogg, le plus gros des dragons, et son arme Ragnir. Mais alors une question se pose, si les géants étaient confrontés à Nika, pourquoi aujourd'hui le vénèrent-ils? Eh bien je pense que Joy Boy a en grande partie contribué à redonner une image positive du dieu soleil, ou du moins que nombre des géants d'Elbaf ne cherchaient pas la guerre et préféraient au contraire la paix et la liberté, vouant alors un culte au dieu soleil Nika. C'est pour ça qu'aujourd'hui, deux mentalités de géants sont marquées sur Elbaf. Il y a ceux qui voient Nika comme un dieu destructeur et ceux qui le voient comme un dieu libérateur. Il y a ceux qui continuent de vivre avec la vraie volonté du dieu de la guerre Elbaf et d'autres qui prônent la liberté au détriment de la destruction. Il y a les belliqueux et les pacifistes, et ceux qui suivent la voie de Nika en font partie. Après la mort d'Elbaf et la réapparition de son fruit du démon, les géants ont honoré leur plus grand guerrier et à l'image de Ryuma, l'ont déifié jusqu'à transformer le Zoan de Nidhogg en trésor national. Et il faut croire que durant le siècle oublié, celui-ci n'a été consommé par personne d'autre puisque aucun des géants n'aurait pris part à la Grande Guerre. Le fruit que Loki a consommé n'avait plus été utilisé depuis des milliers d'années si cette théorie en vient à se confirmer. Vous noterez en tout cas que le Nika représenté par la légende de Yarul manque d'éléments propres à ce Zoan, tels que l'écharpe de fumée emblématique à leur réveil, exactement comme le Nika mentionné à l'origine par Uzu, ce qui vient à davantage confirmer l'idée que nous avons affaire à non pas Joy Boy, qui lui avait bien cette bande nuageuse, mais au dieu soleil originel, celui ayant donné naissance à ce mythe du premier monde. Ragnir a été un sujet particulièrement compliqué à appréhender depuis son apparition, déjà en tant que marteau très spécial uniquement utilisable par Loki, puis ensuite en tant que marteau écureuil gardien du fruit du démon d'Elbaf. Forcément, avec les connaissances actuelles qu'on a de One Piece, il était logique de penser que ce marteau a consommé un Zoan d'une façon un peu technologique, à l'image des armes fruits du démon que Vegapunk a pu créer. Sauf que non, il semblerait que Ragnir soit purement et simplement habité par l'esprit de Ratatosk, l'ancien compagnon du dieu de la guerre. À la mort de ce dernier, l'esprit de Ratatosk aurait pris possession de Ragnir pour protéger le trésor national d'Elbaf jusqu'à l'arrivée de l'élu qui pourra le consommer à nouveau. Donc là, on a plusieurs informations très cool et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça annonce énormément de sujets vraiment passionnants. Déjà pour parler de Ratatosk lui-même, il représente cet écureuil mythique des récits nordiques qui fait la liaison entre Nidhogg et Reisvelg, chacun à une extrémité de l'Yggdrasil. Ça c'est confirmé, c'était évident, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'Oda a vraiment décidé de les nommer comme dans la mythologie. Nidhogg, Ratatosk. Il s'est pas cassé le crâne, ce qui signifie qu'il va forcément y avoir l'aigle Reisvelg ou Vidofnir quelque part dans l'histoire d'Elbaf. Je le répète, normalement cette créature est censée se trouver dans le royaume qu'on n'a jamais visité, le royaume céleste d'Elbaf. Ça m'étonnerait qu'Oda soit autant porté sur cette mythologie et qu'il ne complète pas correctement ce trio de créatures mythiques. Il y a également ce lien avec la glace. Ratatosk serait l'écureuil de glace qui donnerait cet élément si particulier à Ragnir. Pour le coup, et comme avec la foudre de Nidhogg, Oda leur a attribué ces éléments de son propre chef. Dans les mythes, aucun d'eux n'a ces capacités. Je ne sais pas comment Ratatosk pouvait utiliser la glace en tant qu'animal, mais gardons quand même à l'esprit qu'on ne sait pas non plus comment certaines tribus utilisent les éléments. Genre les hommes poissons, les Minks et les Lunarians, ils ont respectivement l'eau, la foudre et le feu, et pourtant ils n'ont pas de fruit du démon. Donc même si j'ai du mal à trouver l'explication derrière les capacités de Ratatosk, les pouvoirs élémentaires ne sont pas systématiquement conférés aux utilisateurs de fruits du démon. Et Ratatosk doit tirer son pouvoir de glace
du même principe que l'électricité des Minks. Donc quand on se demandait d'où venait l'attaque Niflheim de Loki, en voici la réponse, c'est Ragnir. Loki peut actuellement utiliser 2 fruits du démon et c'est juste une pure folie à imaginer 2 Zoan, 2 fruits du démon au pouvoir élémentaire, monstrueux le type, increvable. Maintenant je voudrais m'arrêter sur son lien avec le dieu de la guerre ou du moins son duo. D'un côté je trouve le principe assez marrant que le dieu de la guerre soit pote avec un écureuil, ça symbolise probablement que si Ratatosk n'était qu'un animal sans fruit du démon, alors le dieu de la guerre était capable d'entendre la voix de toute chose et de communiquer avec les animaux, comme le fait Luffy et sûrement comme le fait Loki d'ailleurs, puisqu'il est lui-même pote avec les animaux du royaume des morts. De l'autre, je me dis que ce duo avec Ratatosk met en évidence quelque chose qu'on ne peut pas trop ignorer. Chaque dieu a un animal allié qui peut devenir une forme de protecteur. Ouais, c'est un peu flou dit comme ça, mais regardez, on a du coup Ratatosk et le dieu de la guerre, on a évidemment les rois des mers avec le dieu Poséidon, mais ça c'est assez logique, alors avec plus de précision, on a Shirahoshi avec Megalo, son requin, on a Joy Boy, dieu du soleil de son époque, qui avait Zunesha en tant que camarade. Dans le même principe, on a aussi Gunfor, dieu de Skypiea, qui a Pierre comme animal compagnon. Enfin voilà, c'est un pattern assez bien dessiné. On peut même aller dans l'extrême et imaginer un compagnon pour Ryuma, dieu des lames, et que ce soit un renard comme Ushimaru, son descendant, avec Gyokimaru. Et donc c'est à se demander si le Nika originel avait lui aussi un animal allié, et si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que honnêtement, je ne vois pas qui ça peut être. En tout cas, je sais déjà qui ça ne peut ne pas être, et là c'est assez cool. Avec tout ça, le dragon de la foudre, l'écureuil de glace, je me dis quand même que ça fait beaucoup d'animaux avec un élément propre à sa personnalité. De base, j'aurais pas forcément balisé plus que ça sur cette remarque, mais je me suis rappelé qu'une autre créature avait été mentionnée durant l'arc d'Elbaf avec le même pattern, animal plus élément. Mais pas seulement, cet animal est aussi une sorte de compagnon d'un dieu, ou en tout cas ensemble ils forment un duo. J'en peux plus, je suis désolé, mais on va devoir retourner sur le Harley une fois encore parce que dans le premier monde, aux côtés du dieu de la terre, est cité le serpent des flammes infernales. Ouais, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre de se rendre compte que ces deux antagonistes du premier monde forment un schéma qui se répète aujourd'hui sans que personne ne l'ait remarqué alors que c'était vraiment sous nos yeux. Pour rappel, mais de ce qui est noté dans le premier monde, lorsque le dieu soleil répondit à l'appel des esclaves, le dieu de la terre en colère se dresse et avec le serpent des flammes infernales unifièrent leurs forces, engloutissant le monde dans la mort et l'obscurité. Donc exactement comme le dieu de la guerre d'Elbaf, il y a le format dieu plus animal plus élément qui prend forme. Alors très honnêtement, je ne sais pas qui est le dieu de la terre, j'arrive pas à bien le concevoir. Est-ce Imu et on découvrirait alors qu'elle est encore plus vieille que le siècle oublié? Est-ce une autre arme antique? Est-ce un personnage qu'on ne connaît toujours pas? Pour l'instant, c'est trop compliqué à dire. Par contre, pour le serpent des flammes infernales, c'est intéressant. Pendant longtemps, on a pu croire qu'il s'agissait du même serpent que les géants redoutent. Doré et Broggy en parlait, le serpent trempé de sang. Or, il semble que Harald ait confirmé dans le chapitre 1153 que ce n'était que Redline. Quoi qu'il en soit, le serpent des flammes infernales était une vraie créature et apparemment, la fresque du Harley le représente tout à droite. Maintenant, je me dis que si Ratatosk et Nidhogg, qui sont écureuils de glace et dragons de foudre, viennent tous les deux d'Elbaf et de cette mythologie, est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui assurer que le serpent des flammes infernales soit le mythique Jormungand? Vous devez très probablement connaître cette créature, donc je vais vous passer tous les détails, mais c'est un serpent de la taille du monde qui l'entoure de tout son corps. Normalement, le Jormungand se trouve dans la mer, c'est ici qu'il repose jusqu'au Ragnarok, mais vu qu'Oda n'a suivi aucune logique sur Nidhogg et Ratatosk, on peut imaginer que pour le Jormungand, s'il apparaît, ce soit la même chose. Il ne sera pas associé à l'eau, mais au feu, car il est le serpent des flammes infernales. Du coup, en pensant à cette théorie, j'ai voulu vérifier la première mention de ce serpent mythique dans One Piece. Oui, parce que Oda l'a déjà dessiné, vu que c'est un des gardiens de Rhodes, autoproclamé dieu soleil dans son monde miniature. Alors, outre le fait qu'on ait encore le schéma dieu et animaux gardiens, et que le serpent mythique fait partie de cette équation, il est marrant de noter qu'un feu s'est déclenché dans la pièce et que la dernière vision qu'on a du Jormungand le montre étalé au sol, au milieu de flammes infernales. Même si je n'ai pas plus de certitude sur l'identité du dieu de la terre, je commence à en avoir sur celle du mythique serpent mentionné dans les écrits sacrés d'Elbaf. Il s'agirait donc bien du Jormungand, il serait lui lié au feu et faisait peut-être partie d'un ensemble de créatures divines aux côtés de Ratatosk et de Nidhogg. On n'en a d'ailleurs pas fini avec ce satané écureuil parce qu'il remet un tas de choses en question, notamment le principe de réincarnation. D'après les dires de Yarul, quand le dieu de la guerre est mort, l'esprit de Ratatosk s'est réincarné dans le marteau de son maître Ragnir, se jurant ainsi de protéger son fruit du démon jusqu'au jour où quelqu'un sera assez fort pour y prétendre.
Cette révélation remet en question plus de 10 ans de certitude qu'on avait sur les fruits du démon et sur leur processus de réincarnation. En vrai, je sais même pas trop quoi en penser, mais je dirais qu'en tant qu'animal qui s'est transformé en fruit Zoan, c'est peut-être la seule catégorie à pouvoir décider dans quel objet se réanimer sans que ce soit forcément un fruit du démon. Le Gorosei au chapitre 1044 nous a averti que le fruit de Nika leur échappait, qu'il avait une volonté et que c'était pas étonnant vu qu'il s'agissait d'un Zoan. Sans vraiment savoir ce que ça signifiait, on peut en déduire aujourd'hui que oui, les fruits Zoan sont animés d'une volonté, mais également qu'ils peuvent davantage contrôler leur réincarnation, contrairement aux Paramecia et aux Logia. Alors c'est pas un bon exemple parce que c'est un Paramecia, mais le fruit de Brook, qui est celui de la réincarnation, a permis à Brook de se réincarner. Il l'a fait dans son corps, mais peut-être qu'il aurait pu le faire dans un objet ou quelque chose comme ça. Peut-être que pour les animaux ou les Zoan, c'est la même chose, ça reste quand même très bizarre, j'avoue être assez intrigué par cette révélation, et je sais pas à quel point Odin nous a menti ou non sur le processus de réincarnation des fruits. On va finir avec Ragnir sur un dernier sujet important, sûrement l'un des plus importants même, la Galela. Maintenant qu'on a toutes ces confirmations, que l'écureuil est lié à la glace, que Ragnir était un marteau important, et qu'il y a une combinaison des deux, alors c'est bon, on l'a notre clé pour la Galela. Ratatosk en est leur gardien, et ça explique plein de trucs. Déjà, si les géants se sont retrouvés piégés dans la glace, c'est peut-être à cause de Ratatosk ou grâce à lui plutôt qui les a protégés d'un danger. Il a invoqué un gel que seul lui peut annuler. Ce qui correspond totalement au dire de Chebek qui laissait sous-entendre que seul Harald pouvait les libérer ou du moins qu'Harald était lié à la Galela. Ce qui est vrai puisqu'il voulait que le roi d'Elbaf consomme leur fruit du démon gardé, leur trésor national, un fruit qui confère aux géants antiques la plus grande taille qu'un dragon puisse obtenir, mais surtout qui permet l'utilisation de Ragnir, le marteau de glace, le marteau étant aussi la clé pour libérer la Galela. Et pour finir, c'est tout simple, mais comme c'est mentionné dans le chapitre 1154 quand Yarul parle de la Galela, c'est des guerriers armés de marteaux. Et les kanji de Galela signifient brigade du grand marteau. Un marteau comme Ragnir peut-être? Non? On peut imaginer que Ragnir était une arme centrale au sein de la Galela, qu'il fut possédé par quelqu'un ou vénéré en tant qu'objet sacré, et qu'aujourd'hui ce n'est qu'avec la combinaison de Loki et des deux fruits du démon que la Galela pourra enfin être libéré. Et encore une fois, le plus dingue dans tout ça, c'est que Chebek semblait bien le savoir. Chebek aurait été plus au courant des mythes géants que les géants eux-mêmes. Bon alors faut préciser encore certains aspects de la théorie, mais j'ai quasiment plus de doutes. Il y a maintenant beaucoup trop d'éléments reliant Ragnir, Ratatosk et la Galela qui fait aujourd'hui encore tant couler d'encre. Ce chapitre s'est conclu par une scène que j'ai trouvée ma foi assez étonnante, Imu sur Marie-Joise réalisant que Nidhogg se trouvait à Elbaf depuis tout ce temps. Alors j'ai été surpris pour plusieurs raisons. Je sais pas si vous en rendez bien compte de ce que ça signifie, mais Imu est parfaitement capable d'utiliser son vrai corps, de parler, de se mouvoir et d'analyser la situation depuis Marie-Joise, tout en prenant intégralement possession de Gunko à des milliers de kilomètres de cela, sur Elbaf, et en lui conférant ses propres pouvoirs. En gros, les pouvoirs qu'Imu dévoile à travers Gunko depuis sa possession ne seraient qu'une petite partie de ce qu'Imu possède véritablement. Et ce, malgré le haki des rois de fou qu'elle a utilisé sur toute l'île ou des pactes démoniaques à foison qu'elle est capable de conférer. Il ne fait strictement aucun doute qu'en prenant le contrôle de Gunko, Imu se fasse nerf et perde en puissance, mais c'est ce que je trouve absolument terrifiant puisque sa seule apparition a suffi à faire passer ses chevaliers divins pour de véritables pantins. La deuxième chose m'ayant surpris, c'est que le gouvernement ne savait rien du fruit de Loki. À aucun moment les informations à son sujet ont été remontées puisque Imu n'a découvert qu'aujourd'hui le monstre qu'est Nidhogg. Cela signifie purement et simplement que la prime de 2 milliards et 600 millions de berries possédée par le prince maudit Loki a été établie sans même qu'il ait besoin d'utiliser son fruit du démon. C'est quasiment comme si Luffy n'avait jamais utilisé ses pouvoirs depuis son apparition jusqu'au combat contre Kaido. Donc si Loki vaut actuellement presque 3 milliards de berries sans fruit du démon, combien vaut-il aujourd'hui avec l'un des plus puissants Zoan du monde, voire le plus puissant avec celui de Nika? Les bros, je vous laisse faire vos pronostics en commentaire, mais si je peux exprimer moi aussi mon avis là-dessus, alors Loki aura très certainement la prime la plus haute jamais attribuée à ce jour en fait. Et si la fin d'Elbaf se conclut par l'actualisation des primes, dont celle du prince maudit, je la vois parfaitement se trouver dans les 5 milliards de berries, jusqu'à dépasser de quelques millions celle de Goldie Roger, qui culmine avec ses 5 milliards et 564 millions de berries. Tout ça laisse encore planer le doute sur la véritable façon dont Shanks a vaincu Loki, ou du moins la façon dont il a réussi à le capturer. Généralement, et sans trop savoir comment, le gouvernement a toujours des infiltrés un peu partout pour espionner ou prendre des photos d'événements marquants
camp. Je me demande alors si Shanks a vraiment vaincu Loki dans sa forme Zoan et si cette information n'aurait pas été rapportée à Emu qui aurait fait le lien avec Nidhogg du coup, ce qui pourrait signifier que depuis qu'il a quitté Elbaf, Loki n'a jamais vraiment utilisé son plein potentiel car de toute façon un dragon aussi grand qu'une île capable d'obscurcir le ciel, ça se verra comme le nez au milieu de la figure je pense. Et non, ne croyez pas que je cherche des excuses à l'un ou l'autre, j'ai vraiment la sensation que Loki n'a pas pu simplement perdre face à Shanks, aussi puissant soit le roux, et il doit y avoir une forme d'explication quelque part. Maintenant parlons du moment le plus important concernant Emu dans cette fin de chapitre. De ces mots nous pouvons comprendre qu'elle connaît Nidhogg, le problème étant qu'en plus de s'adresser au dragon directement et non au fruit du démon, elle semblait également l'avoir cherché. Là je dois avouer que c'est l'une des prises de parole les plus mystérieuses de ce chapitre, et je vais vous expliquer ce que ça signifie. Effectivement, Emu parle de Nidhogg comme d'une entité à part entière, comme on parle très justement de Nika comme une divinité. Ce chapitre nous confirme donc davantage dans l'idée et la théorie que les créatures représentant aujourd'hui des Zoan mythiques étaient autrefois bel et bien vivantes sans être liées à un quelconque fruit du démon, Ratatos qu'en est d'ailleurs une autre preuve parfaite en fait. Pour autant et concernant Emu, il se peut que cela signifie autre chose, sans compromettre la théorie que Nidhogg existait bien, ce dont je suis sûr. Il faut garder en tête qu'Emu a un lien étrange avec le principe de démon. Déjà ça en est un, littéralement, mais elle peut aussi transformer en démon des gens, comme les géants ou comme Chebek. Également, on peut imaginer très facilement qu'elle a conféré aux Gorosei des pouvoirs de transformation en créatures mythiques, car seuls eux, qui représentent sa garde rapprochée, se présentent sous forme de monstres sans aucune mention de fruits du démon ou de Zoan. De plus, le Gorosei est apparemment un groupe qu'Emu a recruté au fil des siècles, puisque eux-mêmes ne connaissaient pas Nika et ses pouvoirs. À plusieurs reprises, ils ont laissé sous-entendre que Nika était une légende pour eux aussi, ou comme Saturne l'a dit avant sa mort, ils ne le pensaient pas autant insaisissable. Donc ce ne sont pas des pouvoirs qu'ils ont eux nativement, mais bien qu'Emu leur aurait conféré pour renforcer sa garde rapprochée. Là où je veux en venir, parce que c'est quand même un peu flou, mais c'est indéniable aujourd'hui que Emu est la plus apte à comprendre, à expliquer et à exploiter le monde démoniaque de One Piece. Pour elle, le fruit du démon est une dénomination qui a tout son sens. D'ailleurs, et à plusieurs reprises à travers mes théories, je vous ai expliqué que pour moi, elle était le démon originel qui a créé tous les fruits du démon, peut-être car elle possède le premier de ces fruits, celui qui est à l'origine de tout. De par son lien avec les véritables créatures réincarnées dans des fruits, Emu ne voit donc pas en eux des Zoan, mais des entités à part entière, ce qui nous mène à imaginer que grâce à ces étranges pouvoirs démoniaques, Emu pourrait peut-être libérer et redonner la vie aux Zoan piégés dans leurs fruits, et donc par exemple que Nidhogg redevienne un dragon et que Nika redevienne le dieu soleil d'autrefois. Il y a un monde où Emu pourrait alors annuler le fruit de Loki et le fruit de Luffy. Sans être convaincu à 100% de l'idée, je préfère la proposer au cas où elle me file sous le nez. L'autre truc, c'est que j'ai pas pu passer de longues minutes à vous expliquer l'étrange dualité qu'Oda met en place entre les dieux et leurs créatures, sans imaginer que Emu puisse avoir le même principe. Emu est ce qui se rapproche le plus d'une divinité aujourd'hui, et il ne serait pas étonnant qu'elle ait aussi une créature avec qui elle était liée par le passé. Je vous parle d'un passé très lointain, peut-être aux origines du monde, et cette créature aurait pu être Nidhogg ou le fameux serpent des flammes infernales, comme on le mentionnait plus tôt, mais le mystère est toujours entier là-dessus. Je sais que l'ancien dieu de la guerre d'Elbaf possédait le fruit de Nidhogg, mais aussi que d'après moi, il vient du premier monde. Vu que pour l'instant on ne sait rien de cette histoire et qu'on peut tous imaginer, alors si Emu était tant surprise de voir Nidhogg ici, c'est peut-être car elle le cherchait, cet ancien compagnon qu'elle n'a plus vu depuis des milliers d'années. Nous arrivons sur la fin, pourtant nous allons totalement revenir au début de ce chapitre avec les actions des Mugiwara. Ça commence avec Sanji qui utilise son Diable Jambe pour détruire les ronces qui retenaient Robin prisonnière. Jusque là, pas de grande surprise et on espère même un peu plus de Sanji par la suite. Zoro subit quant à lui également une mise en avant mais un peu plus prononcée, en plus de passer pour le sauveur d'Elbaf en bloquant l'attaque de Summers, absolument furieux que son plan ait échoué. Luffy dit au Chevalier Divin de ne pas oublier son nom car il fait partie de son équipage. Alors, si j'ai bien compris, ça signifie littéralement que Summers n'avait aucune idée de qui est le vice-capitaine d'un empereur. C'est pas comme si ça faisait 2 ans qu'ils entendaient parler de lui, non, à peine. En vrai, j'ai pas trop compris l'intérêt de la scène, du coup, est-ce pour marquer l'insolence de Summers et son ignorance? Parce que comment aujourd'hui, aussi loin dans le manga, des gens peuvent ignorer qui sont les Mugiwara, et surtout Zoro? Bref, là c'est un sujet qui ne mérite pas tant d'attention, alors on va passer à Luffy qui nous fait une nouvelle et belle démonstration de force avec une nouvelle technique de son Gear 5. Tout comme il s'est amusé à le faire sur Onigashima face à Kaido, Luffy profite du temps orageux d'Elbaf provoqué par le dragon du tonnerre pour électrifier son poing en Gomu Gomu no Down Thor Rifle. À destination de Summers, cette attaque viendra annihiler le Chevalier Divin, l'électrocutant et lui brisant le visage avant que Loki en ajoute une couche en l'écrasant, laissant le destin du plus insupportable des Chevaliers d'Emu particulièrement flou. Est-il mort ?
j'espère, mais ça serait trop beau. Toutefois, rappelons que la dernière fois qu'un chevalier divin avait été électrocuté de la sorte, montrant une partie de son corps en morceaux, eh bien c'était Harald. Bon, oui, la scène n'est pas forcément la même, mais au bout d'un moment, je pense que des attaques aussi massives vont finir par avoir sa peau, non? Vous l'aurez sûrement reconnu, mais l'attaque utilisée par Luffy est précisément la version évoluée du Gomu Gomu no Thor Rifle utilisée face à Chinjao sur Dressrosa. Encore une fois, la théorie que Luffy pourra utiliser tous les éléments en combattant se précise, c'est déjà la deuxième fois que dans sa forme Nika, Oda lui attribue l'élément de la foudre, chose qu'il pouvait déjà faire apparemment bien avant son Gear 5 sur Dressrosa. Nous avons donc encore besoin qu'il utilise le feu dans sa version Nika, un Red Rock ou un Red Hawk vraiment propre à son Gear 5, chose qui n'a étonnamment toujours pas été faite et qui sera, je pense, l'une de ses techniques les plus puissantes. En parlant de techniques puissantes, Loki a réussi à vaincre quasiment tous les cauchemars de Killingham grâce à sa première attaque nommée dans sa forme Nidog, Thorheim, mélangeant probablement véritable éclair et éclair de Haki à en juger les couleurs blanches et noires. Alors tout ça c'est très cool, trop badass, trop hypant, etc. Mais n'est-ce pas un petit peu trop ? Justement. Tout ne se passe pas un peu trop bien et le futur ne serait-il pas un peu trop facile avec un monstre pareil du côté des protagonistes? Je vous dis ça car aujourd'hui je pense qu'il est temps de prendre au sérieux les signes cataclysmiques qui nous sont annoncés. La libération du prince maudit plongera le monde dans le chaos. Nidog est le dragon noir capable de faire pleuvoir la foudre. L'ancien utilisateur de ce fruit s'est autrefois battu contre le dieu soleil pourtant censé libérer le monde. Imu s'intéresse à ce dragon et semble bien le connaître. Avec ces éléments pris en compte, Oda a déjà tout préparé pour justifier un potentiel retournement de situation du côté de Loki et un passage du prince maudit dans le camp adverse. Attention, ça ne serait pas de son plein gré, il est évident que Loki n'est pas mauvais, qu'il n'est pas foncièrement méchant, sinon Luffy ne lui ferait pas autant confiance. Non, mais plus le temps passe et plus je suis persuadé que Loki sera contrôlé par Imu. Et là, ça serait un vrai retournement de situation qui mettrait les protagonistes en difficulté. C'est ce qui s'est passé sur God Valley pour Chebek, sans le demi-reversi qu'il a subi, l'issue de l'île aurait été tout autre. Mais en le transformant, Imu n'a rien eu besoin de faire d'autre pour grièvement blesser Roger, Garp et Chebek lui-même. Donc aujourd'hui, je deviens de plus en plus persuadé que Luffy devra affronter Loki non pas dans un combat voulu et choisi, mais dans un affrontement qui poussera le dieu soleil à libérer le dragon noir du tonnerre de l'entrave du monde lui-même. Et vous les bros, à quel point avez-vous kiffé ce chapitre? Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez surtout pas. Désolé d'ailleurs, pas de courrier de Goji cette semaine, le chapitre est sorti un petit peu tard donc j'ai pas eu le temps, mais si tout va bien, dimanche soir on se fait un bon petit live ensemble pour en reparler. Suivez la chaîne Twitch et la chaîne secondaire pour ne rien louper évidemment. Je vais pour l'instant vous souhaiter une excellente journée les bros, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée et que vous avez autant hâte que moi d'être la semaine prochaine. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous, peace.